Moi, accro au thym, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous la regardez en automne ou en hiver, rien ne vous paraîtra anormal, mais pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo à sa sortie, oui, on est bien en plein milieu de l'été. Je porte un pull parce qu'il fait super froid et super moche en Normandie. Voilà, bon ça c'était pour la petite parenthèse. Aujourd'hui, vidéo très demandée depuis que j'ai emménagé dans ma maison, un placard tour. Donc je vais vous emmener dans mes placards, sur mes étagères, vous détailler ce que j'ai comme ingrédients dans mes bocaux, un petit peu partout. Alors la cuisine, c'est un de mes espaces de travail principaux puisque c'est là que j'y élabore notamment toutes les recettes des e-books de recettes Vegelicious dont le prochain à sortir à la rentrée et également toutes les recettes que je vous partage sur cette chaîne. Donc évidemment au fur et à mesure des années j'ai accumulé une immense collection d'ingrédients. Le but de cette vidéo n'est pas de vous donner l'impression que vous devez avoir exactement la même chose, mais si elle peut vous donner des idées, vous faire découvrir des ingrédients que vous n'avez pas, vous aider à enrichir la diversité de vos placards, et ben c'est tant mieux. Et évidemment pour chaque catégorie d'ingrédients, je vous listerai mes quelques indispensables à avoir pour vraiment se faire de bonnes recettes chez soi sans avoir besoin d'avoir des placards qui débordent d'ingrédients, comme ici, comme vous allez pouvoir le constater. Allez, on démarre avec un petit tour de la cuisine. Alors ici j'ai ma méga étagère avec une grande partie des ingrédients que j'utilise le plus souvent, donc toute ma collection de bocaux que je vais vous détailler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Ici on a les cafés, les condiments, les beurres de fruits à coque, quelques épices qui rentraient pas dans mon tiroir à épices, mon thym liquide évidemment. Alors lui je le prends sur un site qui s'appelle Alep Market. C'est du thym liquide qu'on peut directement verser sur les petits plats, c'est vraiment bien, il est super doux. Un petit peu plus bas on a les conserves, légumineuses, coulis de tomates, lait de coco, etc. Les fruits, les légumes, alors je sais normalement les pommes de terre ne sont pas exposées à la lumière mais bon l'exposition est relativement faible. En bas j'ai pas mal d'indispensables, notamment pour les pâtisseries avec mes sucrants. Je vous les détaille aussi un petit peu plus tard, tout ce qui est levure, encore une fois aide à la pâtisserie, donc les arômes, les colorants, ça c'est de la spiruline de chez Coro, etc. On a beaucoup de thé ici et ici, et là un petit peu de vrac, hein, c'est pas non plus super organisé par ordre alphabétique, etc. Ça ce sont des ingrédients qui soit sont déjà dans des bocaux où j'utilise un petit peu plus rarement, et en haut on a le stock d'ingrédients qui sont déjà dans les bocaux, donc des farines, etc. Mon stock de thym et mes stocks de soja crispy. Donc ça c'est vraiment ce que je n'utilise pas dans l'immédiat puisque j'ai déjà tout sous la main. Voilà, le but c'est que ce soit pratique, accessible, visible. Ici on va avoir tout ce qui est pâtes, légumes secs. J'ai pas tout dans des bocaux non plus parce que j'en ai déjà une sacrée collection. J'essaye d'en récupérer au fur et à mesure. On a les éclats de protéines de soja, enfin tout ce qui est protéines de soja texturées. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les sources de protéines pas chères que je vous ai faite récemment. Je vous la remets en haut de la vidéo. Donc voilà, là on a légumineuses. Ça c'est le pain de Monsieur Front. Il est super bon. Il se fait ses petites sandwichs avec. On a les papiers de riz. Alors j'en ai une version grand format tout en haut. Et également les pâtes de pois chiches, spaghettis. Moi je suis très spaghetti. On a épeautre, on a du blé complet. Et en dessous, hop, pareil, les gros conditionnements. Donc ça, hein, c'est une des spécialités de Coro, de proposer du gros conditionnement sur les produits indispensables comme le riz par exemple. Donc là, j'ai du riz basmati bio, des graines de chia, du cacao en poudre, encore plus de protéines de soja, beaucoup de flocons d'avoine, etc. Ça, c'est chez Casidomi. Par contre, de la protéine végétale en poudre. Alors honnêtement, celle-ci, au début, j'étais très excitée à l'idée de l'essayer. Et malgré une composition extraordinaire, vraiment, le goût, il est quand même relativement bof. Donc voilà, j'en suis un petit peu revenue finalement. Le parfum vanille de chez Bulk Powders reste toujours très bien pour les recettes. Voilà, ici on a tout ce qui est les végétaux. Et là, dernier placard avec toutes
les farines et au-dessus toutes les pâtes parce que j'ai aussi beaucoup de pâtes, même si finalement je mange quasiment tout le temps les mêmes, j'en ai quand même une sacrée collection pour varier de temps en temps. Et voilà. Ah non, dernière petite chose et pas des moindres, mon tiroir à épices. Voilà, j'ai tout balancé dans le tiroir. Au début je voulais un carrousel et puis finalement c'est tellement plus pratique comme ça. Donc je les ai sous la main et j'ai juste à cuisiner sur mon plan de travail. Alors pour commencer, on va avoir tout ce qui est céréales et légumineuses, légumes secs. Donc évidemment, on va retrouver des lentilles. Alors j'en ai plusieurs sortes. J'ai des lentilles vertes, j'ai des lentilles corail très rapides à préparer, super faciles à digérer pour les personnes sensibles. J'ai aussi des lentilles jaunes dans mon tiroir. Donc ça évidemment absolument indispensable. On retrouve évidemment du riz. Donc en général j'en ai plusieurs sortes, mais là j'ai juste du riz basmati. Normalement, mais là je l'ai terminé, j'ai du riz brun évidemment au riz complet, du quinoa bien sûr. On retrouve un peu moins connu le sarrasin. Dans mes tiroirs j'ai du fonio, j'ai du millet, mais très honnêtement je les utilise relativement rarement parce que je n'ai pas assez d'une semaine de repas pour suffisamment varier. C'est déjà bien varié comme ça, mais en tout cas vous avez une incroyable diversité de céréales, de légumineuses. Ah elles étaient là mes petites lentilles justement. Donc Casidomi, ils ont beaucoup de vrac qui s'emballent eux-mêmes et qu'ils expédient, c'est super bien. On a après des choses un petit peu plus transformées comme des taboulés, des mélanges de céréales instantanées sur lesquels il y a juste de l'eau chaude à verser. Donc là c'est du couscous à base de farine de pois chiches et de lentilles, donc riche en protéines. Ça aussi ça vient de chez Casidomi. Sinon je le prends en vrac à la Biocop, il y a plein de recettes différentes de chez Bindi, c'est super pratique quand on n'a pas le temps. Mais là encore une fois j'ai tout fini donc je peux pas vous montrer. On a évidemment les flocons, donc là j'ai un mélange de gros flocons. En dessous j'ai mes petits flocons d'avoine, donc ça va dépendre en fait des recettes pour lesquelles je vais les utiliser. Les deux sont utiles, mais si vous ne deviez en garder qu'une sorte finalement, moi je privilégierais les gros flocons d'avoine. Ils ont plus de texture dans les porridge et ils sont plus intéressants pour les recettes. Et dans tous les cas, vous pouvez faire votre farine d'avoine avec en passant tout simplement vos flocons au blender. Alors davantage transformées, mais je les mets dans la même catégorie, on retrouve évidemment les pâtes. Alors les pâtes, moi j'en utilise deux sortes. Les pâtes dites plus conventionnelles à base généralement de blé ou d'épeautre, je varie, voire de quinoa. Et sinon mes grandes favorites restent les pâtes de légumineuses. Donc là on a par exemple des torsades de pois chiches. Ici on a des tagliatelles à base de haricots de soja. Donc évidemment ces pâtes ont la particularité d'être beaucoup plus riches en protéines. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, surtout quand on veut équilibrer ses apports nutritionnels. Et évidemment pour les intolérants au gluten c'est une excellente alternative, index glycémique bas et bien sûr sans gluten. Donc ça, les pâtes, indispensables. Alors justement là ça va être dur de citer des indispensables puisqu'à mon avis ils le sont tous, mais vraiment numéro 1 je dirais les légumineuses, formidable source de protéines, de nutriments, de fibres, donc indispensable. Et puis vous verrez, même si vous n'avez pas l'habitude, qu'avec un petit peu de pratique elles deviennent super faciles à préparer. Vous pouvez les intégrer dans une quantité hallucinante de recettes, que ce soit les currys, les boulettes, les steaks, dans les salades, vous pouvez vraiment les mettre partout. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment selon votre goût, mais évidemment si vous êtes habitué au riz blanc, essayez de changer un petit peu, découvrez de nouvelles saveurs, découvrez de nouvelles céréales, même si techniquement le quinoa n'en est pas une, on le met dans cette catégorie. Et puis, indispensable absolu, les pâtes de légumineuses, comme je viens de vous le dire. Encore un autre indispensable, les flocons, que ce soit d'avoine, de millet ou de toute autre céréale, vous en avez plein maintenant à disposition, mais ça c'est vraiment de la base. Donc ici vraiment on est sur des ingrédients de base à avoir absolument dans ces placards pour une alimentation variée et équilibrée. Alors là pour les farines, moi j'en ai une quantité astronomique parce qu'avec le Vegelicious Sweet and Treats j'en découvre plein de nouvelles, j'en teste plein de nouvelles pour voir celles qui se combinent le mieux dans les recettes. Donc évidemment il n'y a pas besoin d'avoir autant de farine, mais en tout cas en termes de variété vous avez un choix incroyable. De la farine de blé, la farine d'épeautre en passant par la farine de sarrasin, farine de riz, farine de châtaigne, farine de pois chiche, lupin, coco.
cacahuètes, amandes, sans compter toutes les fécules pour épaissir ou alléger les recettes. Bref, il y a vraiment beaucoup de choix. D'ailleurs, je vous en prévois un petit détail un petit peu plus approfondi dans le Vegelicious Sweet and Treats, et je vous en parle déjà beaucoup dans le Meal Prep Guide où je décortique un petit peu tous les différents types d'ingrédients et ensuite vous fais une petite sélection des plus utiles, des plus indispensables à avoir dans sa cuisine. Donc vraiment très utile. Moi, celle que j'utilise le plus, n'étant pas intolérante au gluten, c'est de la farine de blé T80 qui est vraiment très bien pour toutes les recettes. Elle a quand même une bien meilleure valeur nutritionnelle que la farine complètement raffinée, et généralement je la combine avec soit de la farine de cacahuète, soit de la farine d'amande. Alors ces deux-là ont encore une fois la particularité d'être partiellement dégraissées et d'avoir une teneur en protéines très haute. Donc pour équilibrer les recettes, c'est vraiment super bien. Après évidemment vous avez plein d'alternatives, la farine de riz est un très bon choix pour les recettes sans gluten. Après l'idée c'est de toujours les mélanger pour avoir un bon équilibre, notamment de goût, de texture, parce qu'en fonction de la recette que vous allez faire, vous avez certains goûts, certaines densités qui seront pas forcément les plus adaptées. Donc ça, pour toutes les alternatives sans gluten, c'est vraiment en fonction des recettes que vous allez choisir votre farine. Autre farine extrêmement riche en protéines, on a la farine de lupin et également la farine de pois chiche. Alors ça, je les utilise plutôt pour mes recettes salées finalement, notamment les gaufres, les pancakes salés, etc. Farine de coco, pas mal aussi pour les recettes sucrées comme les muffins, les energy balls, etc. Alors évidemment très prisé pour les adeptes du régime paléo. Finalement, moi je m'en sers pas tant que ça parce que je trouve que nutritionnellement parlant, ça n'est pas la plus intéressante. Farine d'avoine faite maison, encore une fois, alors surtout si vous avez un petit budget, vous achetez vos flocons d'avoine, comme ça vous pouvez les manger tels quels et vous pouvez en faire de la farine que vous pouvez mettre à peu près partout. Et s'il s'agit de flocons d'avoine sans gluten, c'est une excellente alternative à la farine classique pour les personnes intolérantes. On a évidemment les épaississants, alors ça absolument indispensable, les épaississants liants. Donc on a la fécule de tapioca, l'arrowroot, je sais pas si je l'ai très bien dit, arrowroot, j'ai toujours dit comme ça, arrowroot avec mon accent magnifique, la fécule de maïs. Donc tout ça, ça va permettre d'équilibrer la densité, la légèreté des recettes et puis de lier les sauces ou même les crèmes, etc. Donc indispensable évidemment, vous n'avez pas besoin d'en avoir 3 différents. Et pour finir, alors je les ai mis dans les farines mais c'est plutôt les poudres, on a tout ce qui est poudre d'amande, poudre de noisette qui vont venir enrichir les recettes, mais alors les enrichir dans tous les sens du terme, d'un point de vue nutritionnel et en termes de texture, de gourmandise. Donc voilà, utilisez avec parcimonie si vous surveillez un petit peu quand même ce que vous mangez, mais très bon ingrédient additionnel. Noix de coco en poudre ou noix de coco râpée également. Donc si je ne devais garder que les essentiels, je dirais une farine de base, donc soit de la farine de blé ou d'épeautre, soit une alternative sans gluten. D'ailleurs la farine de cacahuète en termes de densité peut très bien remplacer de la farine de blé pour les intolérants, donc voilà, c'est pas mal du tout, sinon vous avez plein d'autres alternatives. En essentiel également justement farine de cacahuète ou farine d'amande, mais au moins l'un des deux, ne serait-ce que pour sa teneur en protéines qui va venir équilibrer les recettes, et puis aussi pour ce petit goût bien sympa dans les recettes, même dans les pancakes, etc., ou même dans les porridge si vous n'utilisez pas de protéines en poudre. Voilà, pour moi c'est un indispensable. Cacahuète ou amande, peu importe, la farine d'amande est un peu plus dense, donc si vous voulez des recettes moelleuses, elle sera un petit peu moins adaptée, surtout si vous l'utilisez en grande partie. Et donc en autre essentiel absolu, une fécule, un liant, donc ça peut être de la fleur de maïs, ça peut être de l'arrowroot, ça peut être du tapioca en poudre, mais voilà, l'un des trois pour moi c'est vraiment indispensable. Donc voilà, une ou deux farines différentes, un liant, on est déjà pas mal. Ah, et j'allais en oublier une dernière et pas des moindres, il s'agit de la poudre de gluten qui permet de fabriquer son sétan soi-même. Donc très bien, très bonne source de protéines et c'est toujours chouette en plus de pouvoir faire son sétan. Alors évidemment, pas de placard bien rempli sans fruits à coque et autres graines, absolument indispensables. Donc on a évidemment les graines de lin, les graines de chanvre, les graines de chia, les graines de courge et les noix fruits à coque comme les noisettes, les amandes, les noix de pécan, cacahuètes, cajou, noix du Brésil. J'ai même un petit peu de pistache, mais ça c'est une denrée de luxe.
Donc niveau graines, absolument indispensable, graines de chia qui en plus de leurs propriétés nutritionnelles absolument génialissimes permettent de remplacer les œufs dans les préparations sucrées. Et alors astuce toute simple, si vous voulez des graines de chia moulues, vous les mettez dans votre blender et vous les blendez tout simplement. Pareil pour les graines de lin, donc là justement j'en ai moulu dans mon blender et une fois qu'elles sont moulues je les mets au frigo. Alors je n'en moule jamais une grande quantité pour pouvoir les utiliser rapidement. Je mets ça dans mon frigo et je les utilise dans mes recettes. Voilà, encore une fois, ça pour enrichir la valeur nutritionnelle de ce que vous préparez ou pour remplacer l'œuf dans les préparations sucrées et salées d'ailleurs, c'est impeccable. Autre source extrêmement précieuse, notamment d'oméga 3, on a les graines de chanvre. D'ailleurs, tout ce qui est graines et même fruits à coque, je vous recommande de les congeler. Si vous les utilisez pas rapidement, ça permettra tout simplement de conserver leur valeur nutritionnelle. Voilà, évidemment, petites graines de sésame à toaster dans les recettes, très très bon. Et puis, tout ce qui est fruits à coque, moi je m'en sers alors soit en snack, soit dans mes recettes sucrées évidemment pour les Vegelicious, mais plus particulièrement pour faire moi-même mes beurres de fruits à coque. Donc je fais plein de mélanges différents, j'en ai partagé déjà avec vous sur Instagram, vous les trouverez dans ma story à la une recette. Donc voilà, cacahuètes, cajou, etc. Noix du Brésil, excellente source de sélénium. De toute façon, les fruits à coque, il n'y a absolument aucune raison de les bannir de son alimentation puisque ce sont des bombes nutritionnelles. Donc là encore une fois, si vous aviez un essentiel à garder, au moins l'un des trois, que ce soit graines de lin, graines de chia ou graines de chanvre, et plutôt même graines de lin ou graines de chia qui seront quand même beaucoup plus versatiles, beaucoup plus faciles à utiliser dans vos recettes. Et puis des fruits à coque de votre choix, hein. Si vous aimez grignoter des petites amandes en snack, optez plutôt pour les amandes. Enfin bref, vous choisissez ce que vous voulez, mais c'est bien d'avoir des fruits à coque chez soi, que ce soit pour vos recettes ou pour vos petits snacks. Alors dans mes placards, j'ai évidemment une collection de fruits secs que j'utilise notamment pour ma confection encore une fois de recettes sucrées ou en snacking. Donc on retrouve évidemment les dattes. Alors les dattes, moi je les mets partout, je suis absolument fan de dattes. Je prends des déglés nours dénoyautées que je fais tremper. Elles coûtent beaucoup moins cher que les medjool par exemple et elles sont tout à fait aussi bonnes pour les recettes, à condition évidemment de les attendrir en les faisant tremper. Pour les personnes qui n'aiment pas les dattes, vous pouvez les remplacer par d'autres fruits secs tout simplement. Donc selon les recettes ça va dépendre évidemment, mais les pruneaux, les abricots secs, les figues sèches, là j'en ai pas mais généralement j'en ai, c'est Monsieur Frou qui les finit tout avant que je puisse les utiliser. Mais ce sont d'excellentes alternatives, ou même dans la cookie dough, j'avais essayé une fois avec du raisin sec, c'est ultra bon. Donc vous remplacez, l'idée c'est d'avoir le pouvoir sucrant d'un fruit séché, donc c'est pas nécessairement de la date. Par contre, si vous n'avez jamais essayé d'incorporer de la date dans vos recettes sucrées et que vous avez des appréhensions, dites-vous vous ne sentez pas le goût de la date, vous bénéficiez juste de son pouvoir sucrant et de très nombreux excellents nutriments qu'elles apportent. Donc c'est vraiment super chouette. Donc moi en ce moment j'ai des abricots secs également, j'ai des cranberries séchés. Elles je les utilise en général dans mes granola bars, dans mes cookies, etc. On a, alors je les ai mis dans les fruits secs, on a évidemment des flakes de noix de coco. Alors ça en topping c'est absolument magique, je suis fan. Il y a une époque où je mangeais aussi les cubes de noix de coco, mais c'est beaucoup trop bon. Donc moi je finis le paquet en 2 secondes. De la mangue séchée aussi, celle-ci je l'ai prise pour une des recettes du Vegelicious à snacker super bien, petite bombe d'énergie. J'ai mis aussi dans les fruits secs les tomates que je prends séchées comme ceci, comme ça elles ne baignent pas dans l'huile. Et alors pour les sauces tomates, les pestos, etc. c'est une bombe atomique. D'ailleurs la sauce tomate Vegelicious contient des tomates séchées et je vous jure si vous l'avez pas testée, filez la tester, elle est ultra bonne. Donc en indispensable, évidemment je dirais les dattes, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer par un autre fruit sec. Voilà, j'espère que ça répondra à cette question que l'on me pose extrêmement souvent. On va rester dans le sucré avec mes différents sucrants, donc j'en ai pas mal parce que je fais des tests, je varie selon les recettes pour pouvoir proposer le plus d'options possible. Donc en sucrant liquide, mes favoris, sirop d'érable évidemment, mais également sirop de date. J'ai aussi du sirop de noix de coco, je suis un petit peu moins fan et beaucoup moins fan du sirop de riz et du sirop d'agave, donc c'est pour ça que je n'en ai pas. Voilà, ça ce sont mes deux indispensables. Si vous deviez n'en garder qu'un, vous choisissez tout simplement l'un des deux, mais avoir un sucrant liquide pour l'élaboration de beaucoup de recettes, c'est absolument indispensable. Pour rester dans les sucrants, on a évidemment les sucrants en poudre.
Donc là pareil, hein, moi j'en ai plein de différents. Le fameux sucre de fleur de coco, celui de chez Casidomi est vraiment super chouette. J'ai ce petit mélange érythritol stevia Purvia qui est pas mal du tout. On sent pas du tout le goût de la stevia. Et puis sinon j'ai les versions pures de l'érythritol et du xylitol. Donc ça ce sont des sucres, des édulcorants plutôt naturels. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans le Vegelicious Sweet and Treats. Mais c'est une excellente alternative et particulièrement l'érythritol qui n'a absolument aucun arrière-goût et qui ne fermente pas dans le petit bidon. Donc pour toutes les personnes qui ont notamment des intestins sensibles, c'est nickel chrome. J'ai dit nickel chrome, mon dieu. Également que j'utilise comme sucrant la poudre de maca qui va en plus donner un super goût légèrement caramélisé aux recettes. Poudre de maca qui a plein de super propriétés que j'ai répertorié dans un article que je vous remets par ici sur les super aliments. Voilà, si vous voulez aller lire. On reste dans du plus ou moins sucré, je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. On a de l'huile de coco. Moi je cuisine très rarement avec de l'huile. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet que je vous invite à aller regarder, je vous la remets au-dessus. Mais pour la préparation de recettes sucrées et notamment parce qu'elle a la capacité à solidifier, l'huile de coco est vraiment pas mal du tout. Et puis évidemment purée de fruits à coque. Même si j'aime bien la faire moi-même, j'ai toujours une purée de cacahuètes ou d'un autre fruit à coque avec moi parce que c'est super pratique, que j'en utilise en ce moment beaucoup pour mes recettes et que j'ai pas tout le temps de refaire mes beurres de fruits à coque. Donc voilà. Le beurre de cacahuètes de chez Coro est très bon comme tous les autres d'ailleurs. Donc en indispensable, je dirais évidemment un sucrant liquide et un sucrant en poudre de votre choix si vous voulez vous lancer dans les recettes sucrées. Les deux conviendront très bien. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 000 sortes différentes évidemment. Ensuite évidemment on a tout ce qui est condiments, vinaigre, huile, gomasio, assaisonnement, etc. Donc là moi en vinaigre j'utilise beaucoup le vinaigre balsamique et le vinaigre de cidre. Un petit peu plus rarement du vinaigre de riz. Et évidemment j'ai quand même de l'huile d'olive, une bonne huile d'olive que j'utilise avec un spray notamment pour légèrement graisser ma poêle quand je fais revenir des bananes plantains ou des choses qui seraient susceptibles d'accrocher. Donc un petit spray comme ça, c'est très très bien. Alors je peux pas vous dire où je l'ai acheté, il était livré avec ma friteuse sans huile, mais en tout cas il est absolument génial. Voilà. Autre condiment dont je ne peux pas me passer, que vous avez vu déjà dans pas mal de mes vidéos, le kelpamar, qui remplace le sel avec un très très bon goût de bouillon de légumes concentré. C'est à base d'algues, c'est ultra bon et en plus très bon pour la santé. Ça remplace l'arôme végétal magique qui lui est fait à base de glutamate et qui est un peu burk quand même. Voilà, alors justement bouillon de légumes aussi indispensable, ça donne de la saveur à vos sauces, à vos autres cuissons. Moi je ne peux pas m'en passer. Un condiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir, le gomasio. Ce sont des graines de sésame grillées, concassées avec du sel, sautées. C'est ultra bon, celui-ci est à l'ail des ours en condiment encore une fois. Vous saupoudrez vos plats avec, c'est vraiment très très bon. Donc on a évidemment du sel. Alors moi j'ai du sel rose d'Himalaya et puis j'ai un sel un petit peu plus grand public mais qui est iodé, indispensable le iode hein, pour les nanas. Bon et pas que, mais particulièrement. On retrouve bien sûr mon tamari. Voilà, c'est une sauce soja, hein, le tamari, réduite en sel. Voilà, parce que sinon on a vite fait de faire grimper la teneur en sodium journalière, donc on y va mollo quand même, mais dans les sauces ou en assaisonnement sur des légumes sautés, etc. Un petit peu de sauce soja, c'est très très bon, ou de tamari. Moi je préfère le tamari d'ailleurs. Bon, je le présente plus. Voilà. Par contre, je vous mets le lien du site où vous pouvez le trouver. C'est pas du tout sponsorisé, mais c'est vachement pratique d'en avoir du comme ça. Gros inconvénient, il est pas dans un pot en verre, mais par contre, ça reste quand même du gros conditionnement. Et puis, il est tellement bon. En tout cas, c'est vraiment indispensable que vous ayez des condiments, de quoi assaisonner vos plats et notamment vos légumes quand vous voulez augmenter votre quantité de végétaux et que vous avez l'impression que ça n'a pas de goût. C'est normal, assaisonner. Alors évidemment, les végétaux en soi ont du goût, hein, je ne dis absolument pas le contraire, mais je comprends notamment les personnes qui passent d'une alimentation très industrialisée à une alimentation beaucoup plus brute. Les papilles vont s'adapter, mais clairement, passer à un truc complètement nature, c'est hyper
hyper rébarbatif. Et même moi la première, je suis fan de sauce, je suis fan d'assaisonnement et c'est ce qui fait justement le peps des plats, donc ne lésinez pas là-dessus. Ce sont des produits qui coûtent globalement pas cher du tout, vous gardez longtemps. Donc voilà, une petite collection de vinaigre, d'une bonne huile, une huile de sésame aussi pour assaisonner, c'est très bon même si je suis pas fan d'huile. En termes de goût avec parcimonie, c'est vraiment top top top. Du bouillon, du thym, voilà. Ce sera vraiment très très bien, ça viendra enrichir la palette de saveurs que vous allez pouvoir apporter à vos plats et ça c'est indispensable si vous voulez vous régaler au quotidien. On passe en revue vite fait tout ce qui est conserve, crème et lait végétaux. Donc conserve, j'en ai évidemment toujours quelques-unes sous la main, notamment pour les légumineuses. Ça, quand on n'a pas le temps, c'est vraiment très très bien. Alors attention, choisir évidemment les légumes secs, légumineuses cuits plutôt dans de l'eau sans sel. Et bio, c'est encore mieux. À rincer, à bien rincer avant d'utiliser. Donc ça reste une source d'ingrédients qui est à la fois abordable et vraiment très très pratique. Bien sûr, tout ce qui est tomates pelées, notamment hors saison, coulis de tomates, ça ce sera indispensable pour beaucoup de plats mijotés, les currys, les sauces tomates, etc. Conserve un petit peu plus atypique que j'ai commandé chez Casidomi d'ailleurs, j'ai du fruit du jackier, donc du jackfruit. Ça c'est un fruit qui est pas mal pour faire des petits mijotés, des pseudo remplacements de viande parce qu'en termes de valeur nutritionnelle ça n'a absolument rien à voir, mais en tout cas il y a plein de plats vraiment sympas à faire avec et justement j'en partagerai un avec vous, avec vous dans une prochaine vidéo si ça vous dit. Évidemment on a aussi le lait de coco, ça c'est du full fat qui permet, donc full fat qui n'est pas réduit en fat, qui permet notamment de faire les crèmes fouettées. Et ce que je fais c'est que une fois que j'ai récupéré la partie qui a durci, le reste, le lait, je le conserve, je le congèle et je l'utilise dans d'autres recettes, les soupes, les currys, les smoothies, etc. Et puis sinon on a une petite version en briquette bien pratique, donc là j'en ai plein de différentes, j'aime bien varier les saveurs. Lait de coco, celui-ci est beaucoup plus léger, lait de cajou et lait d'avoine, le goût est beaucoup plus neutre pour cela. Donc pour tous les plats un petit peu crémeux c'est très très bien. Et évidemment lait végétaux, alors le lait d'amande sans sucre moi j'utilise pour toutes mes recettes sucrées et pour un peu plus de richesse j'utilise du lait d'avoine dans mes cafés et décaf au lait parce que je suis accro, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer, j'adore le lait d'avoine. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre lait préféré. Bon en tout cas si vous voulez faire la transition entre lait de vache et lait végétal, testez un maximum de laits différents, vous avez une variété incroyable maintenant. Donc il y en a qui vous plairont, il y en a qui vous plairont pas. C'est à vous de trouver celui que vous aimez, qui plaît à vos papilles et je vous assure que vous allez trouver votre bonheur et que très rapidement vous l'intégrerez aussi facilement que le lait de vache que vous consommiez auparavant. Voilà, mais il faut trouver le bon parce que il y a des laits végétaux très bons et il y en a beaucoup moins bons. Enfin en tout cas moi personnellement j'aime beaucoup moins, donc voilà, il faut prendre le temps de trouver. Donc lait végétal, du lait de coco indispensable encore une fois que vous ouvrez votre conserve, si vous n'avez pas quoi faire du reste, vous congelez dans des bacs à glaçons, ça permet d'éviter de tout jeter si vous n'avez pas utilisé ce qui restait. Et un petit coulis ou des tomates pelées c'est vraiment bien, et les légumineuses évidemment en conserve, ça sauve des plats mangés sur le pouce. Dernière petite chose que je vais commencer à faire moi-même, alors je le ferai une fois que j'aurai fini l'élaboration du Vegelicious Sweet and Treats parce que là je suis trop dans les recettes sucrées, j'ai pas le temps de faire autre chose. Du chou fermenté, enfin en tout cas tous les produits fermentés et particulièrement les légumes fermentés, excellent pour le microbiote, à faire soi-même encore mieux, mais sinon vous avez la version en bocaux qui est très très bien. Bon évidemment moi j'ai 3 tonnes d'épices puisque je suis très curieuse, que je passe mon temps à cuisiner et que j'adore expérimenter, mais on peut vite se sentir dépassé devant justement la diversité d'épices qu'on peut trouver. Donc je vais juste vous montrer mes favorites absolues. Alors on a évidemment du paprika fumé, voilà ça se trouve de plus en plus facilement en boutique bio ou chez Casidomi, alors ça donne une petite touche fumée aux recettes, absolument indispensable. Autre indispensable, les épices chili, voilà pour un petit peu de kick, et puis elles aussi elles ont un petit goût fumé vraiment très très bon. Le cumin moulu pour la petite touche un peu plus orientale, bon j'en mets partout en fait. De l'ail en poudre parce que vous le savez, l'ail c'est la vie, ail en poudre ou ail semoule hein, d'ailleurs c'est quand même vachement pratique quand on a un petit peu la flemme d'écraser, d'éplucher ses gousses d'ail. Petite merveille dorée du curcuma, alors je le prends en vrac, d'ailleurs je prends de plus en plus de mes épices en vrac hein, j'essaie de remplacer au fur et à mesure parce que déjà elles ont plus de goût
surtout si vous allez dans les coins un petit peu plus traditionnels. Et puis ça évite d'avoir des petits emballages comme ça tout pété qu'il faut jeter, enfin du coup réutiliser au lieu de jeter une fois qu'ils sont vides. Alors justement, on a du curry aussi, autre indispensable. Ça vous évite de faire 150 000 mélanges, même si en faisant votre propre mélange, vous aurez une explosion de saveurs, ce sera encore plus riche, encore plus varié. Mais voilà, hein, sinon le curry comme ça, et celui-ci en plus est vraiment très bien. On a bien sûr de la cannelle et pour les herbes séchées, les aromates, alors moi j'ai de l'origan et le reste ça vient de mon jardin. J'ai du romarin, j'ai du laurier cuisine, j'ai de la menthe. Et puis oui, après le reste je préfère le prendre frais. De toute façon, tout ce qui est basilic, persil, coriandre, je prends en frais. Et d'ailleurs, hein, que vous soyez en petit appartement, si vous avez un petit coin de balcon ou que vous soyez en fait, plantez vos herbes aromatiques parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir les cueillir et de les utiliser telles quelles. Voilà. Du poivre, bien sûr, parce que le poivre c'est la vie. Et voilà, donc déjà voilà, avec ce petit groupe d'épices, hein, vous n'avez pas besoin d'en avoir des dizaines et des dizaines, mais déjà avec ça, vous pouvez vous assurer d'avoir une cuisine, des plats qui ont du goût. Et ça c'est très important. Bon là je pense qu'on a quasiment tout vu. Dernière catégorie un peu mélange de ce qui me restait dans mes placards que je vous avais pas montré. Alors indispensable absolu, hein, je le répète, les protéines de soja texturées que vous avez déjà découvertes dans ma vidéo sur les sources de protéines pas chères justement. Donc ça c'est super chouette parce que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, mais littéralement. Excellente source de protéines en plus et très bien assimilée. Voilà, donc protéines de soja texturées. Moi j'aime beaucoup la marque Hello Bio parce qu'elle propose plein de formats différents et que pour en avoir testé pas mal, elles sont vraiment super faciles à utiliser. Ah bah tiens, justement pour rester sur un peu le même principe, on a le soja soufflé, les soja crispies. Ceux-ci sont au chocolat, je les prends chez Coro. Donc ça pareil pour les recettes sucrées, pour donner du croquant en topping, c'est absolument génial. D'ailleurs même pour manger tel quel dans un bol de lait d'avoine, c'est super bon. Voilà, donc petit soja crispies, c'est assez sympa. On reste dans le soufflé avec du riz soufflé. Alors ça totalement expérimental, j'avais acheté ça à Amsterdam dans une espèce de Marks & Spencer's de la gare en fait d'Amsterdam et je vais les utiliser pour certainement pour faire des petites recettes un peu de barres de chocolat au riz soufflé ou quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Vous avez la même chose en quinoa. Enfin voilà, vous en avez plusieurs versions différentes. Absolument pas indispensable, mais plutôt sympa pour certaines recettes. Pareil, les éclats de cacao cru, cacao nibs. Ça c'est très amer. Attention, hein, ça se mange pas comme ça. Enfin, ça dépend de vos papilles hein, après. Mais par contre, en topping ou pour rajouter du croquant ou un petit peu de peps dans vos recettes sucrées, c'est génial. Moi, je suis absolument fan. Mais encore une fois, c'est très fort, c'est très amer, donc attention, vous pouvez avoir des surprises, hein, ça se mange pas comme des pépites de chocolat. Bon, évidemment, je ne vous présente plus le bicarbonate qui sert absolument à tout et notamment à faire lever la pâte. Alors, je l'utilise pas toujours tout seul parce que des fois, c'est bien de le compléter avec de la levure. Ça dépend des recettes en fait, tout simplement. Et à propos de levure, alors là, on a justement de la levure activée, levure boulangère activée, donc ça pour tout ce qui est pâte à pain, à brioche, etc. Indispensable. Voilà. Ah bah tiens, à propos de levure, je ne vous la présente plus. Elle était déjà dans mes précédentes vidéos placard tour, indispensable cuisine, la levure maltée. Alors déjà c'est une bombe nutritionnelle absolue, la levure maltée, voilà, que ce soit au niveau des vitamines, notamment groupe B, oligo-éléments, et elle est excellente pour notre petit ventre puisque ce sont des levures. Donc vive la levure maltée à saupoudrer dans les salades, et puis surtout elle va donner un très bon goût aux sauces. Un goût alors légèrement fromagé, ne vous attendez pas à avoir un goût de roquefort en utilisant de la levure maltée, attention, mais pour tout ce qui est recettes de parmesan végétaux notamment ou les sauces un petit peu fromagères, c'est vraiment top. Donc ça, indispensable absolu de la cuisine, la levure maltée. Vous en trouvez maintenant partout en boutique bio, et alors celle de chez Coro, elle est top parce qu'elle est pas trop forte mais pas fadasse comme celle que vous pouvez trouver en grande surface bien souvent. Voilà, moi je trouve que c'est le bon équilibre parfait. La Rapunzel est pas mal mais elle est plus corsée par contre, donc ça va dépendre un peu de vos papilles. Donc voilà, je recommande. D'ailleurs à propos de Coro, le bocal vient de chez eux, ils vendent des mason jars qui sont très bien, je l'ai dit avec un accent absolument magnifique.
Voilà, et puis évidemment protéines végétales. Donc moi après en avoir testé plusieurs, je reste quand même sur la Bulk, en tout cas pour le parfum vanille qui est super pratique pour les recettes. Moi je trouve qu'il passe très très bien dans les recettes. Mais après encore une fois, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'en parle même dans le Vegelicious petit déjeuner, il n'y a aucun impératif à consommer des protéines végétales en poudre. Ça dépend de vos besoins nutritionnels, de vos objectifs et de ce que vous mangez au quotidien. Voilà. Et d'ailleurs moi j'en consomme beaucoup moins qu'avant finalement, parce que mon alimentation comble parfaitement mes besoins, donc voilà, c'est absolument pas obligatoire. Mais par contre dans les recettes sucrées, encore une fois, ça permet de rééquilibrer la teneur en protéines qui sinon peut être très très basse, notamment dans le cadre des nice cream, des pancakes, etc. C'était pour la petite parenthèse. Voilà pour mon placard tour. Alors évidemment la vidéo est certainement un petit peu longue parce que j'ai beaucoup d'ingrédients et j'ai essayé de regrouper au maximum, d'organiser au mieux pour que ça aille vite, pour que ce soit pas trop long, mais que je puisse quand même passer en revue les ingrédients et notamment les ingrédients essentiels pour une cuisine qui permettent de bien cuisiner. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs quels sont vos indispensables, s'il y a des choses que vous avez découvertes dans cette vidéo ou si vous avez des questions sur certains ingrédients. Je serais absolument ravie d'y répondre, et comme vous le savez, le but de cette chaîne c'est vraiment de vous aider à vous inspirer, à mieux manger, à vous préparer des plats plus simples, plus équilibrés, tout en vous régalant au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette petite visite de mes placards vous aura été utile. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez le même type de vidéo mais version ustensiles de cuisine, ça peut être utile. Je fais toujours des récaps au début de chaque Vegelicious sur les ustensiles indispensables. Donc là si vous voulez savoir moi ce qu'il y a dans ma cuisine et ce dont je me sers le plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre. Si ça n'est pas encore fait, évidemment n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.